Bonjour et merci pour l'invitation à participer à ce très beau colloque. Tout d'abord, je me présente, Nicole Denis-Crichel, orthophoniste, dinosaure de la profession, j'en fais partie. J'exerce en cabinet libéral à Strasbourg, je fais partie du centre ressources autisme pour les enfants à Strasbourg. Dans les années, au siècle dernier, j'ai beaucoup travaillé, écrit sur l'accompagnement parental en orthophonie. Au début du siècle, en l'an 2000, sur l'accompagnement de la personne avec autisme. Et j'aurais envie de dire que pour ma fin de carrière, j'ai trouvé un autre dada, c'est la médiation animale. Et je remercie ma fille d'avoir choisi le métier qu'elle fait, parce que du coup, nous pouvons travailler ensemble. Ce n'est pas toujours facile, mais nous y prenons beaucoup de plaisir. Il est vrai qu'au début, j'ai proposé à un certain nombre de mes petits patients, soit autistes, soit trisomiques, soit dysphasiques, de venir à la ferme, découvrir le monde du poney, parce que j'étais persuadée que ça pouvait leur apporter énormément. Depuis 2 ans maintenant, pourquoi s'arrêter aux troubles de l'autisme, du handicap mental? J'avais beaucoup de patients avec des troubles des apprentissages, comme tout orthophoniste, effectivement, et je me suis dit que ça pouvait les aider aussi. Donc c'est de ces troubles des apprentissages et de ce que nous pouvons faire. Alors, vous en équithérapie, moi je ne suis pas équithérapeute, je suis et je reste orthophoniste, mais je travaille avec ma fille qui, elle, se présentera tout à l'heure. Les questions que je pourrais poser. Pourquoi Benoît n'a-t-il pas appris à parler avant 6 ans, ni à lire durant son CP? Pourquoi Arabelle ne peut-elle pas écrire et tracer des lignes, comme les autres enfants? Pourquoi ne peut-elle pas jouer à la marelle dans la cour de récréation, comme les autres fillettes? Pourquoi Oriane, qui a 9 ans, ne peut-elle pas déchiffrer un texte simple après 3 ans d'apprentissage de la lecture? Trop vite. Les réponses sont: Benoît est dysphasique. Il présente un trouble grave et durable d'apprentissage du langage oral et également écrit. Arabelle est dyspraxique. Elle présente un trouble sévère des coordinations motrices. Oriane est dyslexique. Elle présente un trouble spécifique d'apprentissage du langage écrit et ne peut accéder à la reconnaissance et donc à la compréhension du langage écrit. Alors que tous les 3 sont intelligents. Ce sont des enfants 10. C'est la grande mode, on en parle maintenant beaucoup. Mais dont la scolarité et l'avenir professionnel sont en danger. Car très souvent encore, malgré tout ce qui a été mis en place depuis les années 2000, eh bien, ils sont souvent exclus du système ordinaire. Je dois avoir un doigté trop... Les 10, ce sont donc les dysphasies, les dyslexies, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dyspraxie. Ou plutôt les dyspraxies, nous y reviendrons. La dysphasie, j'ai rien fait là, je ne touche pas. Elle affecte l'expression, mais aussi la réception, c'est-à-dire la compréhension du langage oral. C'est un trouble spécifique grave du langage oral. Ce n'est pas juste un retard de langage ou de parole, ni un trouble d'articulation. Ce sont des enfants qui sont vraiment handicapés par leur apprentissage, dans leur apprentissage du langage. Il s'agit, les chiffres le prouvent, d'1% des enfants scolarisés. Un enfant dysphasique n'a pas de mots à 2 ans, n'utilise pas les phrases à 3 ans, reste en grosse difficulté de langage à 4 ans, avec des anomalies de toute la sphère buccale, des difficultés à trouver des mots, des difficultés à pouvoir conjuguer les verbes, une incapacité à utiliser tous les petits mots outils, des difficultés de compréhension constantes.
La dyslexie, quant à elle, eh bien, c'est une incapacité ou une difficulté anormale d'apprentissage de la lecture. 6 à 8% des enfants sont concernés. Comme dans l'autisme, sur 4 dyslexiques, 3 sont des garçons. Mais contrairement à l'autisme, quand les filles sont atteintes, elles le sont de façon plus sévère. Ici, une petite illustration pour vous montrer comment fonctionne un enfant dyslexique. Comment voulez-vous qu'il puisse penser au calcul qu'il doit faire autour de ce problème si, à la lecture, il est obligé de dire le B, non, c'est pas B, c'est P, Périn, non, péreinte, d'un quart, quart, mesure 52 cm, trouve la longeur. Est-ce que c'est du calcul pour lui? Désolée, mais... Donc la dyslexie va toucher le spatio-temporel, l'écriture, l'écoute auditive, l'expression, le lire, tout ce qui est moteur, mais aussi tout ce qui est cognitif. La dysorthographie, elle, touche la production de l'écrit. Elle accompagne souvent la dyslexie. Les erreurs sont soit de type phonétique, la confusion entre un que et un g, un te et un de. Au niveau visuel, un b, un d, un m, un n. Au niveau grammatical, elle touche le genre, le nombre, elle touche l'orthographe d'usage, les règles de transposition, des erreurs de découpage et de toute façon tout ce qui a trait à la structuration de l'écrit. La dyscalculie est moins connue, mais il s'agit de difficultés dans l'acquisition des structures logico-mathématiques. L'enfant va échouer dans l'acquisition de la numération, la réalisation des opérations, l'assimilation des concepts fondamentaux, mais aussi la résolution des problèmes et la mise en forme. Là aussi, tous les domaines sont touchés. L'aspect spatio-temporel, la mémoire, le comptage, le calcul, les nombres, les mesures. Je ne dois vraiment pas avoir le doigté fait pour cet ordinateur. La dysgraphie, elle, est un trouble qui affecte l'écriture, la rendant difficilement lisible, voire illisible. Elle touche aussi la mise en page. Elle accompagne assez souvent la dysorthographie. Ce sont les lettres qui sont touchées, les liaisons, le tracé. Et vous avez face à vous des enfants qui vont casser la mine du crayon, par exemple, de façon très systématique. La dysgraphie touche l'organisation sur la page, la motricité fine, la concentration, l'organisation au niveau de la classe, voire de l'école, de la vie. J'en arrive à la dyspraxie, et pour nous, il existe plusieurs formes de dyspraxie, donc nous parlons de dyspraxie au pluriel, qui sont des anomalies de la planification, de l'automatisation des gestes volontaires. Donc là aussi, tout est touché, l'organisation, la motricité globale, la motricité fine, la concentration, la communication, tout ce qui se passe en classe, à la maison, dans la vie. Et enfin, dans les 10, je vous assure, je ne fais rien de particulier, sont englobés dans les 10 le TDAH, les troubles attentionnels, avec ou sans hyperactivité, où sont touchés la mise au travail, l'organisation, la concentration, le maintien de l'effort,
le maintien de l'énergie, la mémoire, ou plutôt les mémoires, les règles, le respect des règles, des consignes, l'attitude, le comportement, le temps, l'espace, l'impulsivité, les problèmes affectifs, la négation de la responsabilité, non, ce n'est pas moi, ce n'est jamais moi, les conflits avec les pairs, une faible estime de soi, un retrait social. Donc très rapidement brossé, je vous ai mis toutes les difficultés des 10 par ordre non pas d'importance, mais alphabétique, parce que elles sont là, toutes ces difficultés, avec une intensité plus ou moins importante, à certains moments, donc il y a des problèmes d'attention, de concentration, de coordination, d'espace, de fatigabilité, d'exécution de double tâches, le langage, la latéralité, la lenteur, la manipulation, la mémoire, la motricité fine, globale, la non-automatisation des compétences, l'organisation, les rythmes, les schémas corporels, le temps. Donc vous pouvez bien vous imaginer qu'avec toutes ces difficultés, eh bien immanquablement, ces enfants sont en échec, ont un manque de confiance en soi et ont une mésestime d'eux-mêmes. Donc, persuadée que j'étais que l'équithérapie pouvait aider ces enfants-là aussi, eh bien, je travaille avec ma fille, que j'invite donc à venir. Moi, je vais continuer à utiliser cet ordinateur, mais... Un peu mieux, s'il te plaît. Je vais faire tout mon possible. Donc, je m'appelle Emmanuelle Denis, j'ai passé mon monitorat en équitation classique à Rambouillet. J'ai fait aussi mon instructorat au Haras de la Sens pendant 2 ans. Tous les deux, enfin, j'étais en formation au Haras de la Sens pour passer ces 2 diplômes. Et ça me tenait à cœur d'ouvrir une structure en opposition avec les centres équestres classiques, puisque, en fait, malheureusement, dans les clubs, maintenant, les chevaux sont utilisés comme des outils de travail très régulièrement. On ne pense pas à leur bien-être. Enfin, quand je vais faire de la rééducation de chevaux qui sont justement devenus dangereux, c'est souvent la faute des humains, c'est pas la faute des chevaux. Les pauvres, ils y peuvent rien. C'est souvent une mauvaise éducation due à des chevaux qui ne sont pas pris en compte. On a beaucoup tendance à faire de l'anthropomorphisme en tant qu'humain, mais les chevaux ont besoin de certaines choses qui sont primordiales pour leur bien-être. Donc, c'est vrai que cette petite structure propose des choses complètement différentes, que ce soit pour les cours classiques, puisque j'ai aussi des enfants classiques qui sont en cours régulièrement à la ferme. On organise aussi des stages en équitation éthologique et on fait aussi beaucoup de formations dont tu as oublié de parler. Non, j'en parlerai à la fin. D'accord, très bien. Ok. Donc, en tant qu'instructrice d'équitation éthologique, je conçois la séance autour du poney comme un tout. Elle démarre pour moi au moment de l'accueil et se termine au départ de l'enfant ou des enfants. L'accueil permet de se dire bonjour, de s'intéresser à ce qui s'est passé depuis la dernière séance, de se souvenir du poney qui a été monté ou de comment il était, de celui que l'enfant souhaiterait monter cette fois-ci. Et à ce moment-là, justement, on continue à prendre en compte tous ses désirs et à l'amener à des choses qui sont différentes. Donc, il faut aussi qu'il apprenne. Les enfants 10 sont souvent en cours à deux enfants ou en cours particulier. Et on les oblige justement à se calmer, à arrêter de crier, de gesticuler. Autant de sujets pour inciter l'enfant à s'exprimer. La préparation, c'est se souvenir où est le poney, retrouver le lieu, les actions à faire, le matériel à retrouver et à utiliser. Le soin, c'est se souvenir de l'ordre du pensage, des outils à utiliser, du nom des parties du corps, des sensations, des habits du cheval et dans quel ordre les lui mettre. Pour ce qui est de l'activité en elle-même, il pourra s'agir de travail au sol, de travail monté, de jeu, d'une promenade durant laquelle il faudra faire attention à ce qui est dit, se souvenir de ce qu'on a déjà fait précédemment, se souvenir d'un vocabulaire spécifique, suivre des consignes, reconnaître sa droite, sa gauche, l'avant, l'arrière, imiter des gestes, actions, se souvenir d'un parcours, oser faire, avoir confiance en soi. Une foule de choses bien difficiles, parfois impossibles pour les enfants et adolescents 10. La fin de l'activité, c'est se souvenir où et comment ranger le matériel, donner une récompense, une caresse à son poney pour le remercier de ce qu'il a fait et enfin le retour au pré ou au box.
Le départ, où l'on apprend à accepter la fin de la séance, peut-être la frustration de devoir partir, la possibilité de se projeter en prévoyant la prochaine séance, l'occasion de se dire au revoir et à bientôt. Pour les enfants en difficulté de langage, les séances seront l'occasion de travailler le regard, l'attention conjointe, l'orientation au son, la demande non verbale, l'imitation, les tours de rôle, la production sonore, la production de mots et la compréhension. Préalable indispensable à la mise en place de la communication et du langage. En effet, le regard met en contact avec l'autre, permet de faire connaissance, permet l'interaction autour de l'activité cheval. Nous allons pouvoir stimuler ce regard en travaillant la poursuite visuelle, l'accroissement de l'attention visuelle, l'exploration visuelle d'un endroit, la capacité à suivre des yeux, la capacité à chercher du regard et pointer, l'attention conjointe. Par ailleurs, les séquences d'équitation nous permettent de travailler l'orientation au son, avec un travail de prise de conscience du son et du non-son, le bruit et le silence, d'orientation à la voix et au son, de prise de conscience des rythmes, tout un travail de discrimination auditive absolument indispensable pour l'acquisition de la parole et de la perception auditive, élément indispensable pour l'apprentissage du langage écrit. L'imitation est la base de la construction du langage. Or, durant nos séances, nous amènerons les enfants à imiter les différents gestes, les différentes actions, les différents sons, associer imitation sonore, imitation motrice, imiter des gestes symboliques, bonjour, câlin, merci, au revoir, attends. Autour du poney, l'enfant apprend à développer sa motricité fine, qui lui permet d'atteindre un objet. Par exemple, quand on ressemble, ou de prendre justement, saisir des objets pendant les exercices et les parcours mis en place. De saisir un objet, de manipuler un objet, pour enfin arriver à pointer un objet préalable indispensable au langage. À cheval, nous pourrons jouer avec les sons et favoriser la mise en place de nombreux et différents sons par l'imitation de bruitages des cris des animaux, la mise en place des sons dans les mots en répétant le nom des poneys, le nom du matériel, des comptines, la mise en place des mots dans les phrases, l'expression spontanée en parlant de ce que nous faisons, de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Les situations que nous multiplions autour du cheval permettent le travail de la compréhension. Réponse au prénom, désignation des parties du corps de l'animal en rapport avec notre corps propre. On fait des petits exercices, on joue à Jacadie par exemple, et on apprend justement par le jeu, ce qui leur permet justement d'avoir un aspect plus ludique dans l'apprentissage. Désignation d'objets, réalisation d'ordre simple, d'ordre complexe, compréhension de situations, de récits, mais également le travail de l'expression avec la dénomination des personnes, des poneys et des chevaux, des aliments, du matériel utilisé. Nous permettons donc l'augmentation du vocabulaire autour des noms, prénoms des enfants, des adultes, noms des poneys et des autres animaux de la ferme, verbes d'action, brosser, porter, accompagner, mettre, monter, tenir. Et des mots outils, sur, sous, devant, derrière, à côté. Adjectifs, grand, petit, noir, blanc, paumé. Nous favorisons et développons ainsi la dénomination et la désignation des parties du corps, tête, encolure, ventre, des objets utilisés, brosse, étrie, selle. La description et l'exécution d'actions simples, brosser, mettre le tapis, d'actions complexes, mettre et ajuster la croupière. De situation, chercher la selle dans la sellerie. Et des récits. Par la suite, l'activité équestre permet aussi la mise en situation des questions. Que fait le cheval? De quoi as-tu besoin? Des concepts spatio-temporels ou de quantité. Des consignes multiples et complexes. Des règles, ne pas taper le cheval, ne pas passer derrière lui, ne pas tirer la crinière. Des émotions, je suis content, j'ai peur. Ces mises en situation sont intégrées dans nos actions d'abord ritualisées, puis de plus en plus variées. De même que progressivement, nous allons vers une meilleure perception du corps en apprenant à monter et à nommer différentes parties du corps, sur l'animal, sur soi et sur autrui. À percevoir des positions simples, puis complexes, les appuis sur le sol, mais aussi sur l'animal. Les mouvements respiratoires, le tonus musculaire, élément indispensable pour une bonne intégration du schéma corporel. Ainsi que d'une meilleure perception du corps dans l'espace qui se développe progressivement en apprenant à décrire la position du corps et des segments dans l'espace pendant ou après une prise de position, décrire les mouvements du corps dans l'espace pendant ou après l'exécution d'un mouvement,
en faisant des exercices de coordination dynamique générale, marcher, enjamber, monter, descendre, des exercices de freinage, d'immobilité, d'arrêt, des exercices de coordination oculomotrice, main, pied, tronc, tête. Progressivement, nous permettons ainsi à l'enfant d'accéder à la représentation mentale, en imitant les gestes, en imitant les positions, en obéissant à des consignes verbales, en reproduisant des images suggérées mentales. La latéralité sera progressivement développée grâce à des exercices réalisés d'abord avec un membre, main ou pied, des exercices réalisés ensuite avec les deux membres alternés, puis des exercices avec les deux membres simultanés. Grâce à tous les exercices mis en place autour du poney, nous amènerons les enfants à prendre plaisir à se mouvoir, se situer et se déplacer dans l'espace, situer, orienter et déplacer des objets dans l'espace, réussir la lecture d'un plan, utiliser un vocabulaire spatial, tourner, passer par-dessus, passer entre, verbaliser et faire verbaliser des parcours, une promenade, et développer ainsi la connaissance de l'espace qui leur est si difficile à maîtriser. Par ailleurs, nous leur permettrons également de vivre le temps en temps réel et d'accéder ainsi à la structuration spatio-temporelle qui leur fait tant défaut. Pour arriver ainsi à développer des fonctions cognitivo-linguistiques qui leur permettront d'accéder aux différents apprentissages de manière plus aisée. Par ailleurs, la motivation est toujours optimisée grâce à la présence du cheval. L'animal est un support nouveau et peut agir comme un renforcement tout en amenant un souffle nouveau. Mais plus qu'une source de motivation, la présence du poney a également un impact sur l'état psychique de ces enfants, très souvent en échec scolaire, trop souvent dévalorisés par le système scolaire. Avec le poney, ils reprennent confiance en eux, peuvent sortir de la spirale de l'échec et dans un autre cadre, développent des fonctions qui leur manquent pour accéder aux apprentissages du langage, qu'il soit oral ou écrit. Parallèlement à toutes ces séances qui sont soit individuelles, soit collectives, puisque nous avons mis en place donc ce que nous appelons des journées de médiation animale et langage pour les enfants 10. Nous faisons aussi des groupes de parents autour du langage, le dimanche après-midi, où les parents sont avec nous, restent avec nous, participent et disent que, contrairement à ce que moi je leur propose au cabinet, à la ferme, ils sont dans la vraie vie et voient comment ça se passe, comment il faut interagir avec leur enfant. Récemment, j'ai eu la chance de faire le premier travaux dirigés à l'école d'orthophonie de Strasbourg, à la fac d'orthophonie. Il y en a un autre qui va suivre, qui sera réalisé par une de nos collègues à Caen. Donc les choses bougent parce que plus je me penche sur la médiation animale et notamment la médiation avec le cheval, plus je me rends compte que l'orthophoniste a sa place dans l'équipe autour de l'enfant. Et c'est vrai que nous proposons là maintenant aussi des formations pour les orthophonistes parce que j'aimerais, comme je dis, dans cette dernière partie de ma vie professionnelle, mettre la médiation avec le cheval ou tout autre animal au centre, au cœur de notre profession, parce que tous les écrits me prouvent que ce sont la communication, le langage, les émotions, le contact relationnel qui sont plus aisés avec l'animal. Eh bien, c'est le cœur de mon métier d'orthophoniste. Et c'est Ludovic qui très gentiment m'a fait, si j'arrive à... Non, je suis allée trop vite, un témoignage après une journée 10 en disant « Ce que j'aime beaucoup faire, je n'ai pas corrigé l'orthographe. » Alors, ça l'a beaucoup embêté. Il me dit « Il faut que tu corriges. » Alors, je lui ai dit « Non, je vais laisser parce que tu es dyslexique, certes, mais tu sais faire. Tu m'as produit un très beau texte et je vais le laisser ainsi. » Donc il écrit « Ce que j'aime beaucoup faire avec les poneys, c'est le travail en liberté au sol. Car il n'y a pas besoin de longe et de filet sur le cheval. On peut le diriger à la voix, le cheval nous suit partout, le cheval nous fait confiance. J'ai confiance en le poney car je sais que le poney a confiance en moi et donc il me suivra partout où j'irai. On fera plein de choses ensemble et je pourrai faire des obstacles en liberté avec le poney à côté de moi. On arrive à faire, on est des champions. » Et
Quand j'ai parlé de notre intervention aujourd'hui, une maman s'est proposée. Elle vient avec son fils à la ferme qui est dyspraxique. Et cette maman est dyspraxique aussi. Comme elle dit, on est dyspraxique et on le reste toute sa vie. Et voilà le témoignage qu'elle a écrit, je vous le laisse lire. S'intégrer dans un groupe en mouvement en gérant les distances et en anticipant les ralentissements. Dans un manège avec plusieurs autres cavaliers, j'avais à gérer cela. Être rassuré. En effet, si j'arrive sur un cheval qui est un animal imprévisible, j'y arriverai avec une mécanique qui de toute façon va tout droit, toute seule, et qui s'arrête quand j'appuie sur la pédale de frein. Elle voulait passer son permis. Gérer les changements de direction, compenser la perte de vitesse due à la courbe du virage. Le cheval, comme la voiture, subissent une perte de vitesse en prenant un virage. Et donc, il faut adapter sa vitesse à la courbe du virage. Arriver à faire plusieurs mouvements en même temps. Par exemple, pour tourner à cheval, les mains indiquent la direction, l'assiette aussi et les jambes s'activent pour conserver la vitesse. L'équitation m'a permis d'avoir moins peur et donc de dépasser cette peur tétanisante de conduire une voiture qui aurait pu m'empêcher de conduire. L'équitation m'a aussi permis de faire des apprentissages au niveau des gestes et la gestion d'un véhicule en mouvement au sein d'autres en mouvement aussi. Alors ce que maman a oublié de dire aussi, c'est qu'on forme aussi des gens qui font de la médiation animale sur les différents types de handicap. C'est pas que réservé pour les orthophonistes, oui. C'est aussi ouvert à tous les gens qui veulent justement approfondir leurs connaissances sur tel ou tel type de handicap. Voilà, l'année dernière, langage et communication. Comment mieux communiquer pendant les séances d'équithérapie. Cette année, il y en aura une sur comment mieux communiquer avec la personne avec autisme, mettre en place les pictos, ce que nous utilisons en tant qu'orthophonistes. Et l'année prochaine, sans doute, sur les troubles des apprentissages. Merci de votre attention.